Il est 14 heures, reprise du direct pour ces 7e assises des délais de paiement. Un après-midi consacré à l'ouverture de la boîte à outils, de la boîte à solutions en matière de délais de paiement, de retard de paiement, de crédit, bref, autant de choses qui vous intéressent au plus concret possible. On va tout de même, avant d'accueillir nos invités qui sont déjà nombreux, avec Jérôme Mandrillon, qui est le secrétaire général de toute cette belle organisation, faire un petit point de tout ce qui s'est dit depuis ce matin 9h, parce qu'on est ensemble sur le pont depuis ce matin 9h. Exactement. On a commencé tout de suite, après votre introduction, la présentation des différents partenaires qui sont avec nous, Éric Scherer et Charles Battista. On a commencé par entendre le ministre chargé des PME. Intéressant. Absolument, tout à fait, donnant un cap, faisant une analyse intéressante. En tout cas, le cap était posé, réduire, s'approcher plutôt des résultats européens plutôt que de rester où on en est. Donc, c'était déjà un premier éclairage intéressant. Avec une première information, tendre en 2021 vers 10 jours de retard, c'est-à-dire se rapprocher de la moyenne européenne. Oui. Très intéressant également l'allocution du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, Oui. Extrêmement didactique, pédagogique, j'allais dire. Franchement, extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que il a d'abord dit que c'était un sujet qu'il suivait très précisément. Qu'ils avaient mis les moyens pour les suivre, que ce comité de crise qui a été repris après par la suite est quelque chose de très intéressant et que la Banque de France est présente à travers son analyse et autres. Donc, c'est un accompagnement précieux et j'ai trouvé que son message était vraiment intéressant. Alors, message aussi très intéressant et puis presque très nouveau pour moi qui vient du monde de la télévision, avec le président délégué du MEDEF, Patrick Martin. Un langage qu'on n'entend pas beaucoup sur les plateaux de télévision. Oui, c'était direct et j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant cette intervention, comme les autres représentants des fédérations professionnelles, où il y a eu des choses extrêmement claires, simples, des messages, des alertes, dire c'est le moment d'avoir une solidarité entre entreprises. Ça, j'ai beaucoup apprécié ce terme, de réfléchir à des nouvelles solutions. Et là aussi, il a été abordé ce sujet. Et j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant et ça permet de dire que les fédérations professionnelles se mobilisent. Et ça, c'est vraiment très bien. Et j'ajouterais, si vous le permettez, qu'elle s'écoute aussi. Et ce qui est Exactement. aussi assez nouveau. Oui. Ensuite, autre moment fort, c'est la présidente de l'Observatoire des délais de paiement, Jeanne-Marie Prost, accompagnée de Thierry Millon pour Altares. Là aussi, avec beaucoup de fournitures de données. Aussi bien le rapport 2019 présenté par Madame Prost il y a quelques semaines au ministre chargé des PME, que les données encore plus actualisées qu'a fourni Thierry Millon. Vous en avez retenu quoi, Jérôme ? Deux choses. La première, le rapport de l'Observatoire est très précieux parce qu'il est dans la durée. Ça fait longtemps que l'Observatoire existe et ça permet de mesurer l'évolution des retards de paiement dans le temps. La deuxième chose qui était intéressante, notamment de deux derniers rapports, c'est d'y insérer les délais de paiement publics. Là aussi, c'est une vraie discussion autour et l'analyse qui est faite à travers ce rapport est très intéressante. Deuxième chose, elle a ouvert des pistes et surtout, ce qui était intéressant, c'est que Thierry Millon a bien regardé sur les derniers mois ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que en septembre, eh bien, les entreprises, c'est-à-dire avec tout ce qui avait été mis en place, les entreprises ont fait preuve en fait d'une grande entraide entre elles, grâce au PGE, grâce au report de charges, etc. Ce qui fait que il n'y a pas eu pas tant que ça d'évolution de retard de paiement. Il faudra maintenant regarder dans les mois qui viennent. Et un dernier moment fort, parce qu'on n'en retient que quelques-uns pour passer à la suite, c'est les deux médiateurs, aussi bien celui chargé du crédit, Frédéric Lichnowsky, et que celui chargé des entreprises, Pierre Pelouzet. J'allais dire que maintenant, ils font carrément un numéro ensemble parce qu'ils travaillent ensemble et ils travaillent de façon très, très concrète. Ils font un travail remarquable. Ils sont facilement saisissables, et ça, je le répète. Faut le redire. On peut les saisir à travers tous les supports Internet notamment. Ils font un travail remarquable, ils sont très actifs, et vraiment, il faut les utiliser dès lors qu'il y a un problème de blocage, soit avec les banques, s'agissant du médiateur du crédit ou de l'assurance crédit, puisque le médiateur du crédit est aussi compétent dans ce domaine, et puis le médiateur des entreprises, dès lors qu'il y a une difficulté en relation entre entreprises. Vraiment, c'est un travail remarquable, en plus que ces deux personnes se retrouvent dans le comité de crise, qui a été mis en place à Bercy, c'est une très bonne chose. Bon, on va pas refaire toute la matinée, dire à ceux qui nous suivent et qui ont éventuellement il y a raté. Un replay. Alors oui, je voulais le dire, c'est vrai que vous avez raison de le rappeler, Rachid. On a maintenant, vous pouvez aller sur le site délaispaiement.fr, vous avez les replays des séquences de ce matin et vous allez les avoir tout au long de la journée. N'hésitez pas
aller sur le site délai de paiement. Et on a même le droit de s'en servir après de ces interventions. Donc, c'est en perpétuelle utilisation. Tout à fait. Alors, on passe à l'après-midi. Je le promets depuis ce matin, un certain nombre d'ouvrir la boîte à outils. On va commencer par cette table ronde consacrée à la digitalisation au service des délais de paiement. Alors, je vais présenter d'abord, puisqu'il est avec nous, pardon, et puis par ordre alphabétique, c'est vous qui commencez, Christophe Adam. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour, donc moi je suis Christophe Adam, je suis chef de marché sur les offres Sedge à destination des moyennes et grandes entreprises. Donc Sedge, quelques mots sur la société. Nous sommes éditeurs de solutions de gestion, comme je le disais tout à l'heure, à destination des entrepreneurs, des moyennes et grandes entreprises, également des experts comptables. Et l'objectif, finalement, on a trois missions dans notre rôle, c'est de simplifier au quotidien toute la gestion administrative de ces entreprises, leur mettre à disposition également des plateformes innovantes et modernes pour qu'ils puissent justement entamer cette transformation digitale. Et puis le dernier rôle que nous avons, ou la dernière mission, c'est de simplifier, de limiter l'effort des collaborateurs qui utilisent nos solutions au quotidien. Très bien. On continue ce tour de table. Alors, je me dois de vous réexpliquer ou de vous expliquer si vous nous rejoignez que pour des questions de protection sanitaire, nous avons limité à 3 le nombre de personnes qui sont présentes sur ce plateau. Je vous rassure, toutes les mesures de sécurité sont prises, les micros sont nettoyés, les techniciens sont protégés avec des masques, etc. Tout est fait dans la meilleure des façons possibles. Et il y a avec nous donc un certain nombre d'intervenants qui sont à distance, non pas qu'ils soient moins importants, mais tout simplement, on ne peut pas accueillir tout le monde aujourd'hui et on le regrette bien. Alors, je vais continuer ce tour de table virtuel en donnant la parole à Thomas Honegger pour Esker. Thomas, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez nous dire… Rachid. Voilà, Thomas, Esker, qui est-ce et vous, qui êtes-vous? Bonjour Rachid, je vous entends très bien. J'ai effectivement respecté la distanciation sociale puisque je suis à Lyon, au bureau. Pour faire simple, Esker, nous sommes une plateforme cloud mondiale qui valorisons les métiers de la finance, qui renforçons la coopération inter-entreprise en automatisant les cycles de gestion. Qu'est-ce que cela signifie? Les cycles de gestion, on fait référence évidemment dans le cadre de ces assises au flux order to cash, au flux procure to pay. Donc pour être très didactique, l'automatisation et dématérialisation des factures, des commandes et bien entendu de toutes les opérations de recouvrement. Très bien, voilà qui est fait pour les présentations. On continue le tour de table avec Laurent Perron pour Go Cardless. Laurent. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, alors, oui, Laurent, présentez-vous et présentez-nous Go Cardless. Alors, Laurent Perron, donc je suis vice-président France chez Go Cardless, qui est une fintech britannique qui est spécialisée dans un moyen de paiement qui est le prélèvement automatique bancaire. Voilà, c'est autour de 50 000 clients et 3 000 en France. Et on adresse toute typologie de clients, de la TPE aux grands groupes. Voilà, en France, on a des sociétés comme Sowi, Saint-Gobain qui l'utilisent, mais aussi des toutes nouvelles là, qui lancent des choses très nouvelles comme Kiwip, donc de toute taille. Voilà, donc le principe, c'est de permettre au travers d'un moyen de paiement d'automatiser les procédures, mais également d'optimiser la capacité à récupérer le cash, la trésorerie de l'entreprise. Merci à tout de suite. Je poursuis le tour de table en m'excusant auprès d'Emmanuel Fleury. Je manque de la moindre des galanteries. Mais bon, c'est ainsi fait que vous êtes la seule femme présente sur ce plateau. Mais voilà. En tout cas, je constate qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mis le masque, alors que quand on s'est parlé l'autre jour, vous étiez au boulot et vous avez mis le masque. Donc, mais vous respectez quand même les distanciations sociales. Je suis en salle de réunion. Vous y avez droit. Je vous rassure, je suis en réunion, j'ai barricadé la porte, personne ne peut rentrer, personne ne peut être contaminé par moi. Voilà, donc je vous félicite. Tout est bon. Je vous félicite. Alors, Euler. Alors, Euler, donc nous, on se positionne un peu plus en aval de tous les acteurs qui sont sur cette table ronde. Nous sommes leader mondial de l'assurance crédit, c'est-à-dire de la garantie inter-entreprise. On garantit le crédit inter-entreprise. Ça repose sur plusieurs piliers. Un qui est la connaissance des entreprises. Donc, on a une notation sur 80 millions d'entreprises dans le monde, notation qui s'appuie sur l'intelligence artificielle avec une analyse de nos analystes de crédit qui rajoute l'intelligence humaine sur la connaissance de l'entreprise et du fondateur. Ensuite, bien sûr, l'assurance crédit et en dernier volet, le recouvrement.
où là, ce n'est pas de la relance client, hein, c'est vraiment un cabinet de recouvrement qui va recouvrir les créances pour le compte de nos clients, d'ailleurs assurés ou non assurés. Merci Emmanuel. Alors, et puis le dernier participant, vous le connaissez bien puisque c'est Alexandre Louitsky. J'espère que je n'écorche pas votre nom, j'ai horreur de ça. Alexandre, donc pour Upflow. Vous êtes, alors, Emmanuel disait que tu es un peu en amont sur les solutions. Vous êtes un peu en aval, je me trompe? Oui, exactement. Donc, moi, je suis Alexandre Louitsky, je suis le cofondateur d'Upflow, une société qui a démarré il y a 2 ans maintenant. Et on est une société qui permet justement d'aider les entreprises à suivre leur poste client, à mieux collaborer autour de ces problématiques et relancer de manière plus efficace. Et effectivement, on travaille en partenariat avec GoCardless sur la partie des paiements et avec l'Hermes sur la partie de recouvrement lorsque les actions en interne n'ont pas suffi. Donc voilà, les présentations sont faites. Jérôme, voulez-vous qu'on commence par Oui, Christophe? bien sûr. Peut-être une première question, si vous le souhaitez. On va commencer par vous. On parle d'un sujet intéressant qui est effectivement toute la digitalisation, le cloud, la RPA, etc. Quels sont les gros efforts qu'a fait Sedge dans ce domaine? Quel type de produits? Est-ce que c'est facile à utiliser? Comment on peut utiliser tous ces produits facilement? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une transformation digitale des entreprises qui s'opère. Elle avait débuté progressivement. Alors, le cloud était un des premiers outils, bien évidemment, une des premières innovations techniques, puisque pour revenir un petit peu d'ailleurs sur le périmètre de cette transformation digitale des entreprises, finalement, c'est intégrer des innovations technologiques dans nos produits pour que justement les entreprises puissent en bénéficier et transformer leur organisation, leur business model, leur processus. Et donc parmi ces innovations, bien évidemment, le cloud est celle dont on parle le plus entre guillemets, elle va permettre d'apporter de la sécurité, de la sérénité également. Ça, je pense que c'est un point clé pour les entreprises. Et on l'a vu dans le contexte récent, le travail à distance était justement un point fort, une attente forte des entreprises. On a d'ailleurs fait une étude post-Covid auprès de nos clients et de notre marché en quelque sorte. Et le premier point qui ressort en termes de priorité d'investissement IT, c'est vraiment cette notion de capacité de télétravail, de mobilité. Et donc le cloud est vraiment un des points majeurs, une des technologies majeures pour pouvoir répondre à ça. Est-ce que vos produits s'interfacent très facilement avec toutes les autres solutions autour, par exemple, de l'order to cash? Alors, effectivement, aujourd'hui, les solutions modernes, quelles qu'elles soient, doivent faire preuve d'interopérabilité. Donc, cette capacité à s'intégrer, c'est un peu un mot barbare, mais cette capacité à s'intégrer avec l'ensemble des produits qu'on va avoir autour de nous. Et aujourd'hui, nous, finalement, en tant que ERP, que solution de gestion, on va être en quelque sorte la colonne vertébrale du système d'information de l'entreprise. Et on se doit d'avoir cette capacité technologique d'intégrer, d'interconnecter, d'interopérer avec des solutions tierces telles que l'ensemble des solutions qui sont ici présentes sur ce plateau et également des solutions de recouvrement telles que Sedge et l'Officash qui est complètement intégré à nos offres. Avant qu'on poursuive, on va aller voir nos amis qui sont en extérieur, en commençant par Thomas Honegger. Avant que Jérôme puisse vous poser des questions aussi pointues que ce qu'il sait faire. Question un petit peu plus large. Quand on s'est parlé pour préparer ça, vous m'avez dit le message que je voudrais passer à l'écosystème, c'est celui de valoriser les milieux financiers. Est-ce que j'ai résumé, Thomas? Alors, évidemment, il y aurait bien des messages à donner, mais dans ces périodes un petit peu troubles, où évidemment on est tous conscients des difficultés que rencontrent un certain nombre d'entreprises, je voulais donner une petite note positive à l'usage des solutions digitales, parce que certes, elles permettent finalement d'activer des plans de continuité d'activité, mais surtout, elles valorisent aussi économiquement, humainement et intellectuellement le travail des fonctions administratives et financières. Chez Scare, on a une maxime qui veut dire que on essaye, ou en tout cas on a la vocation, on pense vraiment avoir cette mission de construire une croissance à somme positive. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de productivité
évidemment pour les équipes administratives et in fine pour les entreprises, ce qu'elles cherchent aussi en termes de réduction de coûts, mais c'est surtout aussi plus de sens au travail. Et je voudrais donner une dimension pour la troisième partie de ma somme, ma croissance à somme positive, c'est la confiance entre les organisations. On peut plus penser un petit peu, comme le disait M. Pellouzet par ailleurs, qu'on est un acteur seul dans le monde et contre tous. On fait partie d'un écosystème lequel doit être favorable. Et quelque part, c'est, je sais plus quel est le terme qui a été utilisé, c'est une responsabilité, une solidarité qu'on doit tous avoir en tant qu'entreprise, de pouvoir finalement fluidifier nos échanges et nos transactions, j'entends économiques, mais également administratives. Et effectivement, et même humaine, et d'une certaine façon, le fait de vous regrouper tous cet après-midi est aussi un moment important. On continue, on reviendra vers vous, Thomas, parce que je sais que Jérôme aura des questions précises à vous parler. Laurent Perron pour Go Cardless. Laurent, là aussi, pendant notre travail de préparation, on a évoqué ce côté assez innovant de votre offre. Vous me disiez en plaisantant à moitié, c'est une révolution, quoi. On a Go Cardless, c'est 100 cartes. De même qu'un jour, on a laissé tomber l'échiquier et qu'un jour, on a laissé tomber l'argent liquide. Pour vous, la digitalisation, c'est vraiment la façon de sécuriser la relation client? En tout cas, c'est une nouvelle approche. Sécuriser, oui, ça va y contribuer fortement. D'ailleurs, on le voit bien, on peut pas se déplacer, on se voit maintenant. Je pense qu'il y a une opportunité dans chaque nouveau support d'y voir éventuellement une capacité à être plus proche de son client, mais également de gérer certaines contraintes. Là, aujourd'hui, on parle des délais de paiement. Et le délai de paiement, quelque part, c'est aussi sécuriser sa relation, parce que c'est pas toujours agréable de relancer un client pour être payé. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités sur ce sujet. Maintenant, concernant les moyens de paiement, oui, c'est intéressant de tous les étudier et de voir l'impact réel. Est-ce que c'est remplacer 100% de la carte bleue aujourd'hui? Peut-être pas. Mais en tout cas, de remettre les choses à plat. Ce matin, j'entendais parler qu'on regardait les bons élèves concernant les délais de paiement en Allemagne et en Angleterre. Je pense qu'il faut aussi regarder quels sont les usages locaux et pas juste le fait qu'ils soient meilleurs que nous. Et certainement, nous, en tout cas, l'analyse qu'on en a faite, c'est que ce sont deux pays qui utilisent fortement en Angleterre le direct debit et en Allemagne le prélèvement bancaire comme source numéro 1 de relations avec leurs clients B2B ou B2C. Jérôme, une question? Oui, votre offre en plus est intéressante parce que c'est une offre européenne, même voire sur d'autres continents, non? Alors aujourd'hui, oui, beaucoup de nos clients français nous disent on veut récupérer l'argent de nos clients en France, on ne sait pas, en zone euro, mais beaucoup d'entre elles, quelle que soit leur taille, beaucoup de TPE également, vont à l'international pour exporter et vers l'Angleterre, mais aussi vers l'Amérique du Nord et l'Australie. Voilà, donc on couvre cette grande zone aujourd'hui, et ce qui permet à une TPE de très vite penser global, et également à un grand groupe d'adapter son moyen de paiement par rapport aux usages. J'en parlais précédemment avec l'Allemagne et l'Angleterre. La parole à Emmanuel Muri. Emmanuel, on parle là beaucoup de digitalisation, de sécurité, de sécurisation, de machines, d'outils, de logiciels. Mais ce qui me paraissait important aussi dans votre démarche, c'est que l'humain n'est vraiment pas du tout oublié. Il fait partie, il est même à l'origine de cette force de la digitalisation. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas du tout. C'est tout à fait le cas, en fait, chez nous. Ça veut dire que nous, on a effectivement une plateforme digitale sous forme d'API, sous forme de plateforme pour s'interfacer avec les acteurs que nous avons autour de cette table ronde sur nos services d'assurance crédit ou de recouvrement. Et d'ailleurs, je vais parler surtout du recouvrement. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de notre notation? Ce sont des analystes crédit qui réinterprètent la notation. Donc, l'humain mêlé au digital. Pour l'assurance crédit, ça va être des chargés d'affaires qui vont étudier au cas par cas la couverture auprès de nos clients. Et sur le recouvrement, notamment, là, on a des forces régionales, comme sur la notation, qui se déplacent chez les entreprises, le cas échéant, pour négocier, qui appellent. Donc, ce sont des juristes qui sont qualifiés, qui font une étude de solvabilité de l'entreprise débitrice et qui ont une démarche empathique. On parlait de solidarité tout à l'heure, et il faut bien comprendre que dans le service de recouvrement,
La démarche empathique est clé parce que le client a déjà été relancé. Si ça a bien été intégré en amont, il a un petit logiciel le client a un logiciel de relance, donc l'acheteur a été relancé. Et donc nous, on arrive en bout de chaîne. Donc il faut comprendre pourquoi l'interlocuteur ne paie pas et voir avec lui les meilleures solutions. Typiquement, pendant le confinement, lors de la première vague, ce qui se passait, c'est que nos chargés de recouvrement, juristes et négociateurs faisaient énormément de pédagogie autour du prêt à taux zéro et sur les bonnes pratiques justement de recouvrement. Donc, Euler Hermès, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par 9 agences de recouvrement en France, des bureaux partout dans le monde pour recouvrer avec cette démarche qui est plutôt accompagnante et justement dans une démarche d'aider les entreprises à s'en sortir pour les aider à payer au mieux leurs créditeurs. Et dans les délais, Jérôme. Oui, une question, Emmanuel. Donc, on l'avait déjà abordé, mais enfin, vous avez une expertise qui vous permet de qualifier en fait les créances que vous allez recouvrer, puisque vous avez cette partie assurance crédit qui permet de noter une entreprise et vous pouvez appréhender dès le dossier les chances de récupération ou pas des créances, non? Oui, tout à fait. En fait, nous, dans notre service de recouvrement, recouvrer ma facture, on essaie de tarifer d'une manière juste et transparente. Ça veut dire que on va prendre 3 informations sur le débiteur. Un, son sirène, ce qui nous permet d'identifier le débiteur et interroger sa notation, donc dont on a parlé. 2, la date d'échéance de la facture la plus ancienne, parce que plus la facture est ancienne, et c'est là où la digitalisation a vraiment de l'importance, parce qu'elle accélère vraiment le processus, plus la facture est ancienne, plus c'est difficile à recouvrer. D'après une étude sur nos dossiers de recouvrement depuis notre existence, clairement, il y a un point d'inflexion après 3 mois de retard. Donc, et 3e élément, le montant de la facture. Là, plus la facture est élevée, plus le taux de commission va baisser. Donc, nous, ce qu'on calcule à partir de là, c'est des chances de récupération sur votre dossier et on indexe notre taux de commission au succès sur ces chances de récupération. Merci Emmanuel. Alexandre Louisy, on ne vous a pas encore entendu de façon un peu plus complète qu'après lors de votre présentation. Justement, puisqu'on parlait avec Emmanuel de la relation qu'il y a aussi avec vos clients à vous. Comment ça se passe de votre côté? Vous gérez quel genre de clients d'ailleurs? Des grosses factures, des factures importantes, nombreuses? C'est très, très variable en fonction de la typologie de nos utilisateurs. On a des cabinets de conseil, des transports, et, des sociétés de technologie. Là où on va vraiment intervenir, et c'est quelque chose qui revient, et j'ai beaucoup aimé cette remarque de Christophe sur la colonne vertébrale, c'est d'être capable de vraiment faire ressortir pour l'ensemble des personnes de l'entreprise l'information nécessaire pour se faire payer plus rapidement. En fait, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a vraiment émergé pendant la crise, qui était que cette question des encaissements et de la cash collection devenait primordiale et que ça nécessitait une collaboration de l'ensemble des personnes de l'entreprise, donc plus nécessairement que les équipes financières. Et on s'aligne parfaitement avec cette vision de Thomas de parler de mettre en valeur les équipes financières, parce qu'on reprend vraiment ce rôle stratégique où les commerciaux, les dirigeants et dirigeants d'entreprise collaborent autour de cette problématique. Et ça demande, et la digitalisation n'est là qu'au service de cette mise en avant et de la surface de mettre en avant ces informations-là qui sont nécessaires pour se faire payer plus rapidement. Et c'est vraiment un changement qu'on a vu pendant la crise. Alors, votre outil permet aussi de catégoriser le client entre bon payeur, payeur malin et surtout la non-qualité interne, parce que c'est aussi ça qui permet d'améliorer les processus et faire qu'on est mieux payé. En fait, oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, évidemment, on a, comme dans toute relation commerciale, on va pas traiter tous les clients de la même manière. Ça se voit à plein d'égards. Des petits clients ne vont pas avoir les mêmes moyens de paiement que des gros clients. On va pas forcément discuter avec les mêmes personnes. Et en fait, je pense que la bonne manière de faire, et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec de la solution technologique, c'est de pouvoir traiter ces clients différemment. Donc, effectivement, dans nos solutions, vous allez avoir la possibilité de dire on va relancer les grands comptes d'une certaine manière, les petits comptes, lorsqu'ils sont dans une grande multitude, de les relancer de manière plus automatique et d'adapter vraiment le fonctionnement pour améliorer les chances de recouvrer et surtout de le faire de manière proactive. Et c'est ce que Emmanuel disait,
pour ne pas perdre de temps. On reprend un deuxième tour de table, puisque cette table est ronde, même si elle est virtuelle. Christophe Adam pour Sage. Dans cette période d'incertitude, tout le monde a parlé de la première vague. On sait qu'il y a malheureusement d'autres choses qui nous attendent. Ce pilotage en période d'incertitude, vous pouvez nous aider en quoi quand on est une petite ou une moyenne entreprise, voire une grosse entreprise? Je pense qu'aujourd'hui, justement, et je l'évoquais tout à l'heure, la capacité d'intégrer des informations provenant d'un ensemble de systèmes, informations qui vont être consolidées au sein de l'ERP ou de la solution de gestion pour des plus petites entreprises, d'ailleurs, vont donner de la visibilité à chacun des acteurs de l'entreprise et vont permettre de décider de manière en temps réel, en quelque sorte, de manière collaborative également, puisque chaque collaborateur va avoir ses propres indicateurs, va pouvoir décider par rapport à son domaine, son secteur d'intervention en quelque sorte. Et c'est vraiment ça qui est clé aujourd'hui pour les entreprises, pouvoir piloter en y intégrant un maximum d'informations, y compris de l'écosystème applicatif, comme on l'appelle nous, avec l'ensemble des solutions qui vont venir se greffer aux solutions de gestion. Jérôme, une question ou à Christophe ou à un de nos invités qui sont en extérieur? Tout à l'heure, je vais en poser une à Thomas parce que je n'ai pas pu lui poser. Allez-y. Alors, je vais Thomas. poser à Thomas. Thomas, enfin, vous gérez les deux flux client, flux fournisseur. Pouvez-vous nous dire comment vous faites quand vous avez en face de vous un client ou un fournisseur qui n'a pas la même plateforme que vous? Il y a une bonne on peut se connecter facilement. Il y a des process qui permettent de résoudre ce problème? Alors, merci pour la question. Effectivement, pour commencer, moi, je voudrais renforcer le message sur la transversalité des processus et la transparence des processus. Et effectivement, Esker a, je dirais pas la chance, mais est positionné sur les deux flux, sur le flux fournisseur et sur le flux client. Donc, ce qui nous permet quelque part d'avoir une communauté à un moment donné de donneurs d'ordre, d'acheteurs, et puis en face, je dirais une population qui sont les fournisseurs et qui doit collaborer. Elle collabore évidemment aussi techniquement, et c'est la question. Donc, chez Esker, nous, on a tendance à dire qu'on vient au-delà de la couche des ERP de gestion comme Sage ou d'autres. On est une plateforme qui est ouverte, alors évidemment sécurisée. Il ne s'agirait pas que une entreprise X voit les transactions entre Y et Z. Mais par contre, ce qui est important, c'est de donner cette transparence dans les échanges administratifs entre ces deux sociétés. Et ça va au-delà, à l'intérieur même d'une société. Aujourd'hui, une des bonnes pratiques qu'on pourrait typiquement annoncer, même si elle est tout à fait logique, c'est que si vous disposez d'une très bonne information, notamment sur des blocages de paiement, sur des commandes qui seraient en litige et autres, vous allez avoir un recouvrement plus efficace. Alors, je ne parle pas évidemment d'avoir lettré vos encaissements en amont, mais c'est bien d'avoir cette transversalité qui, à un moment donné, va vous permettre de se dire bon, je reprends une commande de ce client ou pas. Côté fournisseur, c'est un peu la même chose. Si on valide le fait qu'on puisse finalement avoir des approbations métiers dans un environnement digital, numérique, qu'il soit votre téléphone mobile, qu'il soit votre poste en télétravail, parce que malheureusement les contraintes font que vous devez être en télétravail, et tout ça contribue à accélérer les échanges. Pour répondre précisément encore à la question, non, pas de religion en la matière des systèmes d'information. L'idée, c'est d'être interconnecté avec toutes les plateformes et avec toutes les applications de gestion, quand bien même dans une entreprise, souvent, on en a beaucoup et de diverses sources. Nos amis de l'air l'ont rappelé, évidemment, il faut pouvoir s'interconnecter également avec les bases de l'air et puis celles de leurs confrères. C'est ce que Esker fait, par exemple, sur tout ce qui est credit management ou scoring de fournisseurs, puisque, encore une fois, ça marche des deux côtés. Et justement, nous aussi, on fait de l'interconnexion finalement, hein, Jérôme. Alors, comme il nous reste une petite dizaine de minutes et que je ne voudrais pas être trop directif, peut-être faire un dernier tour de table avec nos amis d'abord qui sont en extérieur. Emmanuel, Muriel, si vous voulez commencer un point qui vous semble important et que nous n'aurions pas abordé, ni Jérôme ni moi. Alors, je pense que vous avez fait un très bon tour de table. Ce que je retiens, moi, surtout de cette table ronde, c'est deux choses. C'est l'humain et la digitalisation. Donc, la digitalisation, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'être plus efficace.
Mais c'est vrai que ça se substitue pas nécessairement à l'humain. Donc, dans le métier de la notation, c'est d'analyser de façon efficace et en lien avec le chef d'entreprise la capacité et la solvabilité de l'entreprise. Dans le cas de l'assurance crédit, c'est de voir avec le client sa couverture. Et dans le cadre du recouvrement, c'est de voir à la fois avec le client ses besoins et surtout avec le débiteur les solutions pour qu'il puisse payer. Donc, la digitalisation, c'est l'interconnexion des différents systèmes. Effectivement, on est en partenariat avec Upflow, donc là Alexandre l'a bien souligné, on est un petit peu l'extension naturelle au niveau du recouvrement des logiciels de relance, mais c'est vrai que ça se substitue pas à la communication qui finit un petit peu le cycle une fois que tout a été vu par le client et qu'il a fait ses propres relances. Merci Emmanuel, merci. Justement, Alexandre, puisque vous êtes un peu le binôme, vous allez dire avec Emmanuel, une conclusion de votre part, quelque chose qu'on n'aurait pas suffisamment éclairé? Non, je pense que je voudrais juste finir peut-être sur une note positive. Volontiers. Je sais que c'est un moment qui est très difficile pour beaucoup de sociétés et qu'on a beaucoup accompagné pendant la crise et qu'on va, je pense, continuer à faire. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience pendant cette période que cette question des délais de paiement était absolument cruciale pour les entreprises et qu'il y avait une opportunité aujourd'hui pour accélérer cette digitalisation. Et je pense qu'on l'a redit plusieurs fois, mais c'est pas une digitalisation qui efface l'humain et l'entreprise en elle-même. C'est une digitalisation qui est là pour justement supporter et gagner du temps et gagner de l'efficacité. Je pense qu'on en parlait à l'instant, c'est un très bon point de note de dire si on a les bonnes informations, on est plus pertinent. Pour nous, il n'y a pas de meilleure relance, par exemple, que de ne pas resservir un client qui n'a pas payé depuis longtemps. C'est paraît complètement basique, mais c'est des choses que la technologie permet de faire aujourd'hui et qui est accessible au plus grand nombre et même aux toutes petites entreprises, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et je pense qu'on peut se réjouir de ça. Et c'est vraiment ce message-là qu'on aimerait faire passer aujourd'hui dans cette crise et de garder cet optimisme, surtout pour la suite. Merci, c'est très très important et en plus venant d'un jeune comme vous, c'est extrêmement important cet enthousiasme. On termine le tour de table, je ne sais plus qui, peut-être Laurent Perron pour une conclusion. Oui, merci. Si vous voulez, il y a plusieurs angles peut-être qu'on pourrait retenir. Les personnes qui assistent aujourd'hui aux assises, j'imagine que c'est aussi pour repartir avec des bonnes pratiques et étudier de nouvelles choses pour optimiser leur trésorerie qui peut être dans une situation compliquée ou extrême. Le premier point que je voulais partager, c'était concernant les échecs de paiement. C'est vraiment un point souvent avec nos clients qui n'est pas toujours approfondi et vérifié. Et on s'est aperçu, après avoir fait plusieurs études, que dans les échecs de paiement, il n'y a pas toujours des gens qui veulent volontairement ne pas payer. Il y a aussi, en fonction du moyen de paiement qui est utilisé et du processus qui a été mis en place, des impacts qui peuvent faire que la société qu'on souhaite facturer ne paye pas. Donc ça, je vous invite tous à regarder ce point. Et puis, comme disait Alexandre, il y a une énorme opportunité également aujourd'hui. Beaucoup de sociétés font aussi des efforts pour trouver des accords avec leurs clients afin d'étaler peut-être des dettes ou des factures. C'est peut-être le moment aussi de se dire, en prenant cette opportunité d'étaler cette facture, par contre, voilà ce que je voudrais changer dans notre relation. Et ça peut être changer un process, ça peut être changer un moyen de paiement. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Typiquement, avec du Go Cardless, on est capable de dire, monsieur le client, vous êtes prêt à rester client avec nous. Donc, je vais étaler votre facture et on va le faire en 3 fois, 4 fois. Mais par contre, il va falloir utiliser un nouveau moyen de paiement qui est le prélèvement bancaire plutôt que votre carte bleue. Et donc ça, il y a énormément d'opportunités. Je pense que tout le monde peut encore optimiser et je pense que c'est une grande lueur d'espoir pour les prochains mois. Merci. Et on termine le tour de table extérieur avec Thomas. Merci. Écoutez, moi, je plus sois avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que si effectivement les processus de digitalisation se sont accélérés récemment parce qu'on a dû activer des plans de continuité d'activité, malheureusement, il est fort probable qu'on ait à le refaire, que ce soit pour les raisons qu'on connaît ou d'autres à l'avenir. Et je pense qu'à une seule aussi, il va falloir digitaliser nos processus parce que les réglementations évoluent. On va de plus en plus vers un monde digital, ce qui est le sens de l'histoire. Bien entendu, l'humain est au centre de cette transformation, mais il est clair que transférer une facture dans son bon format et encore plus quand on parle d'international,
via les bonnes règles de conformité, facilitera le recouvrement de celle-ci. Donc ça, c'est un point qui me paraît extrêmement aussi important de souligner. La France va avoir également son lot de changements réglementaires à horizon 2023. Donc il faut évidemment bien y penser. Et puis penser que, pour conclure, qu'une entreprise vit dans un écosystème avec des clients, des fournisseurs, des tiers qui les aident. Et du coup, on a une responsabilité complète sur ce sujet-là. Je vous invite d'ailleurs, comme ça fait la transition, à suivre les témoignages clients qui me paraissent fort intéressants. Je crois que c'est vers 16h. Je sais que les chantiers de l'Atlantique interviennent à 16h40. Et je vous invite vraiment à suivre ces témoignages qui, justement, donneront des bonnes pratiques, je pense. Vous êtes parfait, Thomas. En plus, vous annoncez la suite avec de l'avance. Je fais votre transition. On échangera la prochaine fois. Merci beaucoup, Thomas. Alors, donc, vous avez subi le fait d'être par ordre alphabétique le premier. Vous allez pouvoir bénéficier, tout en t'appelant Adam, d'être le dernier. Oui, juste une petite conclusion. Effectivement, je pense qu'un élément important, c'est autour du rôle des directeurs financiers dans les entreprises qui eux aussi sont capables de, d'accompagner et faire preuve de pédagogie justement pour qu'il y ait une culture du cash qui se mette en place dans l'entreprise et qui soit pas juste limitée aux services financiers, mais de bien la rendre transverse. Irriguée. Exactement, irriguée, et que chacun comprenne comment il peut aider à construire, à apporter du ciment. Je prends souvent cet exemple-là pour construire les fondations de l'entreprise, qui elle-même va pouvoir réinvestir, se transformer et se différencier de la compétition. Donc, je pense qu'il y a un rôle essentiel autour de cet accompagnement des services financiers pour vraiment comprendre, que chacun comprenne dans l'entreprise et apporte sa contribution autour de ce recouvrement. Jérôme, on va conclure cette première table ronde de l'après-midi. Absolument. Efficace, c'est intéressante, oui. Pluridisciplinaire et tellement diverse. Moi, je trouve que c'est assez bluffant à écouter. Absolument. Je trouve que c'est une très bonne démarche, ce process de digitalisation. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des entreprises qui s'engagent dans ce processus revoient tous ces process et va en plus les sécuriser, faire des économies. Et comme ça a été très bien dit, on va redonner de la valeur aux personnes, redonner un travail intéressant, faire qu'ils peuvent apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise à travers une meilleure connaissance du client, à travers des tableaux de bord interactifs. Aujourd'hui, les financiers ont besoin, et vous me l'aviez dit, d'éléments beaucoup plus rapides, parce qu'on a une visibilité à 3 mois. Donc, il faut avoir... Et tous ces outils, toutes ces solutions permettent de répondre à cette exigence. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Voilà, il est bientôt 14h40, on est dans les temps, c'est parfait. Dans quelques instants, deux keynotes. La première aura lieu, je retrouve avec Thomas, qui était déjà en duplex avec nous. Donc Thomas, ne partez pas surtout. Et puis ensuite à 15h, autre keynote sur les solutions de paiement pour améliorer la trésorerie et favoriser la reprise avec American Express et Laurent Playez qui nous attendra également à distance. Pendant ce temps-là, on fait une petite pause de quelques secondes, le temps de changer de plateau.
Retour en direct pour ces 7e assises des délais de paiement, après-midi qui tourne autour des outils, de la boîte à outils qu'on vous propose et qu'on essaie de partager avec vous, et un certain nombre d'interlocuteurs qui viennent nous apporter des éléments aussi concrets que possible. L'un d'entre eux était avec nous il y a quelques minutes pour la première table ronde de l'après-midi. Il s'agit de Thomas Honegger, que je retrouve son directeur France d'Esker. Vous êtes toujours là, Thomas, vous êtes toujours directeur France. Vous n'avez pas changé depuis tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Alors, si je peux être plus précis, c'est même France, Benelux, Suisse et l'Afrique du Nord. Ah ben voilà, écoutez, promotion qui est pas récente donc. Non. Jérôme pour cette Oui, question. alors Thomas, on va aller un petit peu plus loin dans l'offre de services d'Esker. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'offre complète d'Esker dans ce domaine sur l'ensemble de vos produits rapidement? Bien sûr que je le peux. Alors, je ne sais pas s'il est prévu support ou pas sur cette keynote, mais je peux le faire. L'idée, c'est faites-le et si la keynote, si le support est là, il arrivera. Allez-y. D'accord. Très clairement, je vais répéter ce que j'ai dit dans la table ronde précédente. Pour commencer, c'est que Esker évidemment propose une solution logicielle, une plateforme cloud qui permet d'interagir ou qui permet finalement d'automatiser les processus qui sont liés plutôt au poste client, donc le cycle order to cash, et également à la partie fournisseur, avec le cycle dans son grand domaine P2P. Ce qu'on dit effectivement, c'est qu'on cherche vraiment à aller au-delà de la simple productivité ou réduction de coûts. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut construire des leviers à croissance à somme positive. Je répète encore ce que je viens de dire précédemment, pour les entreprises, leurs employés et l'écosystème des clients et des fournisseurs, parce que nous pensons qu'une entreprise ne vit pas seule et est bien sur un écosystème global. Je ne sais pas si je peux passer ou pas. On les voit, voilà, si vous voulez passer au slide suivant. Voilà. En fait, je voulais. Ça, c'est celui qu'on a vu. Voilà. Alors là, on voit un monsieur qui est pas content. J'espère que c'est pas chez vous. Exactement. Non, c'est pas chez nous. L'idée était, pour reprendre cette keynote, de dire à un moment donné, cette situation économique, c'est un peu à se taper sur la tête, si je puis dire, contre les murs, parce que, évidemment, on est tous en tension. On est en tension sur nos trésoreries, sur l'application de nos plans de continuité d'activité, sur finalement comment on va pouvoir continuer en tout désespoir de cause pour les entreprises ou les credit managers qui cherchent à recouvrer leurs créances parfois avec très très peu de succès quand aujourd'hui il y a pas de répondant. C'est comment finalement des solutions de digitalisation ont un impact positif sur les délais de règlement. Pour être très clair et très honnête, je l'avais dit dans une précédente table ronde en septembre, Esker un peu en tant que baromètre de 6000 entreprises de par le monde a constaté un allongement des délais de règlement, à peu près de 30% sur l'échelle mondiale. Bon, Thierry Millon aura des chiffres plus actuels, je n'en doute pas, sur ces délais de règlement. Et en fait, ils font partie d'un tout. Et ce tout, c'est un petit peu ce qu'on voit sur la droite. Alors, c'est probablement un peu petit, si vous voulez bien grossir le schéma, si c'est possible. C'est que ces cycles-là, en fait, à chaque pétale, on appelle ça de cette fleur, il y a une brique fonctionnelle et il y a des utilisateurs ou des collaborateurs qui cherchent à travailler. Donc, sur le site
le cycle Procure-to-Pay, Esquerre propose une solution qui va finalement du référencement du fournisseur, bien entendu, avec toutes les informations qu'il doit transmettre et le scoring de ses fournisseurs, bien entendu, sa gestion des contrats, bien entendu. Ensuite, on va digitaliser, automatiser les processus de commande, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un utilisateur ou quelqu'un dans la chaîne qui va demander un achat, un investissement, lequel va évidemment suivre une courbe d'approbation, un circuit d'approbation par rapport, bien entendu, au référencement des fournisseurs, mais également par rapport aux organisations internes, aux éléments budgétaires, etc., pour in fine, bien entendu, créer une commande fournisseur, laquelle devra être payée en temps et en heure en fonction de la réception, de la qualité, etc. Ça, c'est sur la partie circuit Procure-to-Pay, si je puis dire. Et la balance ou l'autre côté, c'est évidemment le cycle client qui concerne particulièrement notre population aujourd'hui. Et on va bien sur la même logique du référencement du client, bien entendu à la gestion de ses commandes. Je le disais dans la table précédente, pourquoi j'accepterais une commande d'un client qui refuse de me payer depuis des mois. On peut se poser la question, évidemment. Ça va également en lien avec des informations de crédit client, que ça soit nos amis des l'hémisphère de l'air de la table précédente ou les autres comme DNB et consorts, qui sont évidemment des solutions qui sont embarquées dans la solution Esquerre, j'entends. Et puis, bien entendu, sur une étape clé à un moment donné de la transaction, qui va être la facturation dans son bon format. Et quand je parle de son bon format, c'est pas simplement papier, PDF ou autre, mais c'est également dans les informations qu'elle contient, parce que de l'autre côté, si je repars sur le cycle de gauche, en fournisseur, votre fournisseur attend également à avoir une facture comme il l'entend pour accélérer son règlement. Alors, oui. Une question, est-ce que ces outils sont facilement, on peut facilement les mettre en place? Ça prend combien de temps? Ça s'interface très facilement? Vous avez certainement travaillé les interfaces avec différents ERP. Bien entendu. Comme dernière question. Comme dernière question, très bien. Alors, pour être plus rapide, oui, donc il y a toujours une phase d'implémentation parce que d'une entreprise à une autre, ne serait-ce que des circuits de validation, des formats attendus peuvent être tout à fait différents. Le système d'information lui-même l'est également. Je le disais, dans certaines entreprises, on va se retrouver avec un environnement achat qui a été développé spécifiquement, une comptabilité qui est standard, qui est celle de l'ERP de l'entreprise. Et l'idée, c'est bien d'être en et de s'imbriquer dans tout ce système d'information. Donc oui, Esquerre a développé évidemment avec toutes les applications, les grandes applications du marché, des connecteurs natifs. Alors je parle des SAP, Microsoft, Oracle et consorts, et des ERP de taille entre guillemets plus modeste. Esquerre opère essentiellement sur les environnements des grosses PME, ETI et grands comptes dans la mise en place de ces solutions, parce que évidemment il y a quand même une phase projet. Alors pour répondre à votre question, on fait des projets entre guillemets à partir d'une dizaine de jours d'implémentation jusqu'à des centaines de jours en fonction évidemment des périmètres de l'entreprise et des périmètres géographiques, puisque Esquerre opère au niveau mondial, encore une fois. Ce que peut-être je peux ajouter rapidement pour cette rapide keynote, c'est donc là on voit évidemment tous les processus de digitalisation de chacun des flux et que vous aurez à disposition, j'imagine, dans les replays. Peut-être sur les slides juste après, on va retrouver cette notion qui est chère à mon sens aux entreprises, qui est cette notion de transversalité et d'avoir du pilotage d'activité. C'est d'ailleurs aussi dans ça que finalement nous valorisons les métiers de la finance. C'est qu'aujourd'hui on ne parle pas de simplement envoyer une facture ou de prendre une commande ou de recouvrer un environnement, mais c'est bien entendu de faire de l'analyse, de faire de la prédiction quant au délai de règlement qu'on pourrait attendre d'un de nos clients. Donc c'est bien ce type de tableau de bord qui va également permettre avec des informations très graphiques, très visuelles, finalement de pouvoir opérer, analyser ce qui se passe et continuer à opérer avec ses clients ou ses fournisseurs. Là, on le voit très bien avec des informations là de crédit. Alors on le voit très bien, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu petit, mais voilà, tout ça pour ajouter que on opère bien sur ces deux environnements, que la notion de transversalité est essentielle.
la digitalisation ou plus traditionnellement la dématérialisation des documents est également un point incontournable. Je le disais précédemment, évidemment, quand on est tous bloqués aujourd'hui et qu'on envoie des factures par courrier mais qu'il n'y a personne pour les recevoir, c'est évident qu'on va avoir du mal à avoir un règlement in fine dans sa transaction. Donc cette digitalisation permet de sécuriser aussi les transactions. Très bien. Plus, évidemment, en conformité. Merci, mon cher Thomas. J'espère que vous avez pu dérouler l'ensemble des points que vous aviez souhaité faire. Merci de votre présence. Oui, merci Thomas. Et puis à très, très bientôt et une bonne continuation. On fait à nouveau une toute petite pause pour passer, au revoir Thomas, pour passer à une keynote suivante avec Laurent Playès d'American Express. À tout de suite. Les 7e assises des délais de paiement continuent en direct avec cette fois-ci en plateau et toujours avec toutes les précautions nécessaires. N'est-ce pas Laurent, hein, vous aviez un masque jusqu'au moment d'entrer dans cette... Il est dans ma poche. Laurent Playès qui représente American Express et toujours mon camarade Jérôme Mandrion pour la première question sur cette keynote avec American. Alors, American Express, on connaît grâce à la carte, hein, mais vous avez beaucoup plus d'offres de services. Je pense à la carte achat, mais pas que. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez nous présenter votre offre de service. Très bien. Donc, je suis Laurent Playès, je dirige l'organisation B2B d'American Express pour le marché français. Et effectivement, nous sommes partenaires des assises depuis maintenant 4 ou 5 ans, puisque le délai de paiement en tant que solution de paiement fait évidemment partie de notre ADN. Et donc, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur ce terrain. D'autant plus que, et on l'a vu au travers de cette journée, il y a une vraie maturité. On en parlait, Jérôme, en backup, une vraie maturité sur tous les sujets d'affacturage de poste client. Mais il reste un sujet qui est peu mature sur le marché français et ça a été évoqué précédemment, c'est le sujet du poste fournisseur. Et il est au cœur de ce qu'on discute aujourd'hui puisque évidemment on voit avec les retards de délai de paiement les impacts que cela peut avoir. Et on peut avoir des impacts directs et en tant que solution de paiement, finalement, nous on œuvre sur ce sujet. On œuvre beaucoup sur ce sujet pour intervenir sur les achats stratégiques des entreprises, qu'elles soient toutes petites. Donc évidemment, je rappelle, American Express, présence mondiale, présente dans 200 pays dans le monde. On est de
plus en plus un acteur du B2B qui intervient à la fois sur les grandes entreprises. Donc, on est très connu pour ça. Jérôme, vous le disiez et vous avez raison. Mais on n'est pas extrêmement bien connu sur tout ce que l'on peut faire pour les petites entreprises. Et il y a un vrai sujet sur les petites entreprises parce qu'effectivement, au travers de solutions de paiement, on va leur donner des délais de paiement étendus de 58 jours maximum. Mais ces 58 jours vont venir intervenir de manière vertueuse sur tout ce qu'on évoque depuis ce matin, c'est-à-dire plutôt que de considérer le paiement de son fournisseur comme une variable d'ajustement, finalement, c'est est-ce qu'une solution peut pas me permettre, moi, de pouvoir payer à terme mon fournisseur, voire en avance, que disait Pierre ce matin, et il a raison. On peut aussi payer en avance et bénéficier de 58 jours de délai pour pouvoir, moi, bénéficier, donc avec les impacts trésorerie, culture cash et autres qu'on peut imaginer. Donc, on a des solutions très simples pour les petites entreprises au travers de solutions cartes dématérialisées ou autres. Mais on va avoir des plateformes de plus en plus sophistiquées, plus on monte effectivement dans l'édifice des sociétés, et plus on va sur aussi les sociétés qui peuvent avoir une résonance internationale. Donc, on va accompagner des ETI qui s'internationalisent, qui ont peu de maturité sur ces sujets internationaux et qui vont avoir besoin d'être accompagnés par des plateformes pour pouvoir les aider à régler à terme leurs fournisseurs à l'autre bout du monde ou en avance ou de pouvoir étendre finalement leur délai de paiement. Oui. Sur ce qui est intéressant, c'est ce report de paiement. C'est-à-dire, j'ai un fournisseur que je dois payer à 30 jours. Oui. Et puis, c'est vous qui portez le crédit, en fait. Absolument. Donc, vous allez le payer à 30 jours et vous pourrez aller rechercher auprès de l'entreprise qui vous a demandé de faire le crédit à 58 jours. Donc, en fait, on est dans une démarche vertueuse où on peut payer plus court tout en ne supportant pas, sauf le coût quand même, la charge de ce crédit. Donc, ça, c'est une approche intéressante. Et exactement. Et c'est vrai que on sent aujourd'hui une accélération de ce besoin parce que je pense qu'il n'y a pas une solution pour satisfaire une entreprise. Il y a de multiples solutions et vous le savez parce que depuis quelques années, j'utilise le terme de complémentarité des solutions. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire avec BNP Factor parce que je pense que nous ne sommes pas concurrents. Nous avons un message conjoint à passer sur le marché et justement pour militer sur de multiples solutions qui, en séquence, vont permettre à une entreprise de pouvoir répondre à un besoin de séquence, donc à un besoin qu'elle aura à un moment donné, peut-être de pouvoir satisfaire le paiement en avance d'un fournisseur, ce que vous disiez Jérôme, ou à l'inverse, peut-être de stabiliser sa filière d'approvisionnement international, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on a vu qu'en début de crise, ça a été un des vrais sujets, c'est-à-dire l'agilité des entreprises à pouvoir s'approvisionner et vite pouvoir passer d'un fournisseur à un pays, d'un fournisseur à un autre et d'un pays à un autre assez rapidement. Et donc, nous, on milite vraiment pour cela. Et ce qui est parfois compliqué, c'est la simplicité finalement, parce que cette solution, vous l'avez dit, est tellement simple que parfois il y a une recherche mais c'est très simple, c'est une solution de paiement, vous avez un fournisseur, vous l'avez bien décrit, vous payez ce fournisseur et vous, grâce à cela, vous bénéficiez d'un délai de paiement étendu pour pouvoir finalement faire en sorte de ne pas avoir à faire d'efforts pour payer ce fournisseur à terme. Donc ça, c'est vraiment très très important aujourd'hui. Et si je pouvais ajouter un autre point, je parlerais de la relation interentreprise aussi, parce que ça, la vertu finalement dans cette chaîne de pouvoir agir aussi sur la relation interentreprise, et elle est un peu le fil rouge de tout ce qu'on se dit, parce qu'aujourd'hui elle subit une détérioration. Malheureusement, parce que si on subit des retards de paiement, on a peut-être tendance parfois à les faire subir en chaîne, et il faut donc pouvoir restaurer cela. Et je pense que pour cela, on a un message collectif à passer, les uns et les autres ensemble. Et merci aux assises à chaque fois de nous permettre de le faire, parce que je pense qu'il y a un vrai manque de connaissance des entreprises, des solutions. Et donc, nous, on a aussi interpellé le ministre sur ce sujet en disant que, gentiment, bien sûr, interpellé, mais enfin, en tout cas, on l'a sensibilisé au fait qu'il y avait certainement peut-être une communication à orchestrer, à aménager pour pouvoir faire en sorte de pouvoir aller à la rencontre. J'ai entendu dans la table ronde précédente un certain nombre de points aussi très intéressants sur ce qui peut être fait, ce qui peut être porté vers les entreprises. Et ça, je pense que c'est aussi un message collectif que l'on doit passer, on doit aider, et plus on descend dans la pyramide, moins évidemment les chefs d'entreprise n'ont de temps à consacrer à pouvoir connaître, apprendre, et donc il faut qu'on simplifie notre message, et deux, qu'on le rende collectif, j'allais dire, de façon à pouvoir aider aussi l'écosystème à bien comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui, voilà, sur le sujet.
Je suis d'autant plus d'accord que j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'effectivement, C'est il y ça. a cette interconnexion. Ouais. Il n'y a pas dans ce moment de forte solidarité nécessaire. C'est ça. On a l'impression vraiment que vous êtes au diapason de ça et que toutes les solutions qui sont proposées là ne sont pas des solutions qui s'annulent l'une l'autre. Non. Elles se comprennent, elles se parlent. Et ça, je trouve que c'est très important, Jérôme. Tout à fait, non, ça c'est vraiment très très important. Et aussi, vous avez une vision internationale, ce qui est, Oui. vous l'avez démontré, ce qui est très important au niveau des approvisionnements, etc. Et donc c'est très bien. Cette voie est vraiment importante parce que bon, aujourd'hui c'est un peu moins visible aujourd'hui, mais c'est un point très important parce que on pense toujours, quand on pense international, à ces grandes entreprises du CAC 40 qui sont très équipées effectivement pour pouvoir se voyager. Être comme un poisson dans l'eau, là. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Et on Et c'est oublie que vrai- des PME, des TPE exportent aussi. Oui, Exactement. exactement. Et parfois manque d'agilité et n'ont pas ce rapport de force à l'international que peut avoir une boîte du CAC 40 et donc finalement subissent parfois des conditions qui sont pas faciles pour eux à pouvoir finalement mettre en place. Et donc c'est en cela finalement que ces solutions peuvent les aider. Et on a beaucoup et tout à l'heure vous le verrez dans le témoignage. D'ailleurs, c'est une personne qui l'utilise sur un certain nombre de fournisseurs en Europe, mais qui vise à l'utiliser à l'international sur certains autres pays. Et c'est vraiment une ETI française de 100 millions, donc qui est vraiment totalement dans cette cible. Voilà. Très bien. Très bien. Et y a-t-il quelque chose à ajouter sur Non. cette séquence? Non, j'essaie de retrouver mon bon conducteur parce que la journée commence à être longue. Si, Et- peut-être une Oui. dernière Ah, question. Je vous en prie. La dernière question, c'est l'interconnexion. On en a parlé tout à l'heure, la digitalisation, il faut que les outils soient interconnectés. Ouais. Donc, vous avez travaillé certainement avec les grands logiciels de trésorerie ou de recouvrement, Absolument. etc. Oui, oui. Pour que Oui, vous ayez des interfaces standards, etc. pour mettre en place rapidement, avoir des tableaux de bord, etc. Absolument, c'est très important et c'est un point très important. Je vais faire très court parce que c'est un point fondamental, ce point, Jérôme. Et on essaye de travailler sur ces sujets parce que effectivement, l'outil est une chose, mais il faut l'accompagner de solutions qui permettent. Et il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent sur des solutions, par exemple, de prévision de trésorerie, qui sont déjà existantes sur les grandes entreprises qui ont les ressources pour le mettre en place et qui l'ont déjà et qui l'ont même internalisé. Par contre, ETI PME, c'est plus compliqué. Donc, il y a des solutions et on a des partenaires, nous, avec lesquels on travaille aujourd'hui et qui vont aider justement à simplifier la mise en place et le fait d'actionner les différentes solutions grâce à des outils de prévision de trésorerie parce que il faut remettre la trésorerie au centre du pilotage de l'entreprise. Elle l'était déjà, mais encore plus maintenant parce que c'est effectivement très important et cette interconnexion est fondamentale. Effectivement, vous avez raison. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette deuxième keynote de l'après-midi. Jérôme, on se retrouve à 16h si mes souvenirs et surtout si mes conducteurs sont bons. À 16h pour le panorama des outils et solutions en faveur du respect du délai de paiement avec des témoignages clients. Donc, une petite interruption. Allez vous rafraîchir, allez prendre un bol d'air, allez peut-être aussi travailler parce que beaucoup d'entre vous sont au bureau. À tout à l'heure.